and we are dancing, and you're dangerously near me. Get ideas. I want to hold you so much closer than I dare to. I want to scold you, 'cause I care more than I care to. Salut les amis, bienvenue à Créon, ce sont les rencontres de Christophe, abstinence de 2 mois et demi, et puis on est de retour et on est très content de vous retrouver sur l'antenne d'Aki Télé. La mairie de Créon, c'est absolument indissociable d'un homme dont j'ai le livre entre les mains, son dernier ouvrage, Les 9 vies d'Hésiod. Il s'agit de Jean-Marie Darmian. Qui ne connaît pas Jean-Marie Darmian en Gironde? Il a tout fait, il a été journaliste, c'est un homme politique, c'est un homme attachant. Il a créé un blog dont nous allons parler. Et il a aussi été un petit amoureux, un grand amoureux de la petite reine, en l'occurrence la bicyclette, puisque nous avons fait ce lancement de reportage la semaine dernière sur la piste Roger d'Apéby. Inutile de vous dire que passer 30 minutes avec Jean-Marie Darmian va être bien difficile. Comment va-t-on réussir à tout caser dans cette demi-heure? Ça sera notre projet et je suis ravi, chers amis, de vous présenter Jean-Marie. Quel bonheur, Jean-Marie, que d'être avec toi aujourd'hui et merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Merci à toi d'avoir eu l'idée de cette rencontre. Oh, tu sais, juste avant que nous ne la commencions, je regardais cette formidable écriture qui était la tienne alors que tu avais 11 ans. 11 ans. Et que tu rédigeais cette rédaction sur un sujet totalement d'actualité, Jean-Marie, en l'occurrence Napoléon, dont nous fêtons le bicentenaire de la mort. Que t'inspire ce personnage déjà dans un premier temps? Parce qu'il me semble totalement antinomique de ce que tu es. Alors ça c'est vrai. Je suis toujours étonné quand j'ai retrouvé cette rédaction parce que je me dis comment à 11 ans j'ai pu choisir, le sujet c'était choisissez un personnage célèbre, pourquoi j'ai choisi Napoléon. Ce qui m'impressionnait dans Napoléon, c'était pas le côté guerrier, c'était déjà peut-être le côté organisateur de la vie sociale, cet homme-là qui avait une vision d'ordre, de méthode, le code civil, tout ce qu'il a créé autour de lui. Et d'ailleurs, ce qui est frappant, c'est que le prof de l'époque, c'est émouvant de parler de ce prof de l'époque parce que j'aurais tellement à parler d'elle, et elle a retenu dans la rédaction que la partie qui est liée à cet aspect d'organisateur de la France et d'organisateur du département. Alors, ce que j'avais déjà, je vivais dans une mairie, j'ai toujours vécu dans une mairie. Tes parents Mes parents, ma mère était secrétaire de mairie de Sadirac, elle a été 42 ans, ma mère, et donc j'ai toujours vécu comme ça. Alors je me dis, c'était l'atavisme déjà qui commençait, j'avais envie de m'intéresser peut-être à la vie publique, et c'est ce côté-là que j'avais retenu de Napoléon. Ambiguïté du personnage, bien évidemment, puisque tu as parlé du code civil, mais comment oublier qu'en 1802 il rétablit l'esclavage pour faire plaisir aux planteurs? Ça doit être une chose quand même qui doit profondément te gêner parce que c'est pas du tout... Moi ça me gêne profondément et le débat actuel est un débat très dérangeant parce que comment peut-on juger avec le recul du temps des comportements humains qui étaient peut-être admis à l'époque. Moi, ce qui me gêne, c'est il faut le condamner, mais après, il ne faut pas non plus effacer tout. Il ne faut pas l'accabler. Voilà, c'est ça. Parce que je me suis plongé dans les archives de Créon, j'en parlais hier soir avec des amis, et je lui disais, quand je regarde ce que les maires de Créon ont fait, il y a des maires de Créon qui ont fait rapidement une rue du Maréchal Pétain. Quelquefois, on fait des erreurs, et même moi, j'en ai commis beaucoup dans la vie publique, parce que quelquefois, au moment où on prend la décision, on oublie le contexte dans lequel on la prend. On ne va pas tout de suite parler de ta carrière politique qui est bien chargée. Moi, j'aimerais déjà que tu nous parles de cet enseignant altruiste et amoureux de ton terroir que tu es. Tu l'as dit, on ne va peut-être pas donner ta date de naissance, on peut le faire, parce que tu as 74 ans, tu es né en 1947 au lendemain de la guerre à Sadirac, le pays de la cruche. Hein, tu disais ce qui n'est pas important, c'est pas la cruche qui est importante, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Hein, tu le disais d'ailleurs pour quelqu'un qui est décédé il n'y a pas si longtemps et dont vous aviez fait l'intronisation, tu le confirmes? Pour Joël Aubert, qui m'avait formé, il était président du club des jeunes de Sadirac.
quand j'avais 17 ou 18 ans, et je garde avec beaucoup d'émotion cette volonté qu'il avait. Déjà, il était très jeune, et il voulait transmettre quelque chose, il voulait donner, au-delà du journalisme, il voulait intéresser les gens à ce qu'étaient les médias, ce qu'on n'appelait pas encore les médias. Alors tu es un Girondin certes, mais un Girondin un peu à mon image qui a des origines étrangères, d'origine arménienne, tu nous le disais là aussi hors antenne, italienne. Le nom de Darmian, tout le monde le connaît en Italie, puisque Matteo Darmian est un international italien, avec lequel d'ailleurs tu es régulièrement en contact. Et ce mélange de cultures t'a-t-il façonné? Oui, je voulais tout à l'heure, je voulais amener une photo. Lorsque j'ai vraiment des doutes sur ce que je fais ou ce que j'ai fait, j'ai la photo de mon grand-père et ma grand-mère Silvio et Pasqua qui arrivent à Talange en 1923 et qui s'installent dans les Hauts-Fourneaux là-bas, qui était vraiment terrible. J'ai connu ça, j'y suis allé plusieurs fois. Et donc ils s'installent là-bas. Et je me dis, voir cette photo de deux êtres qui sont déracinés, qui vivent au-dessus, dans une pièce unique au-dessus du bar italien, parce qu'à Talange il y a un quartier italien, moi je dirais un ghetto italien déjà, et trouver ces gens qui vivent dans ce contexte-là, ça me rend modeste, parce que je me dis voilà d'où ils sont partis, voilà où je suis. Et ghetto, ghettare. Oui. Je crois que le nom est né à Venise, oui. Le terme de ghetto, hein, oui. Tu le confirmes, au Moyen-Âge, exact. C'est quelque chose d'important, puisque les Juifs avaient un quartier réservé. J'imagine que l'actualité que nous vivons, cette violence, ce séparatisme dont on parle, toi l'homme de gauche, je crois qu'on peut le dire, tout le monde le sait, très engagé au Parti Socialiste, mais engagé dans toutes tes actions, tu dois beaucoup souffrir quelque part de tout ce qu'on entend actuellement en politique. Tu es le contraire du séparatisme, tu es un syncrétisme, toi tout seul, on va dire les choses comme cela. Oui, parce que j'ai emmagasiné deux cultures. Et que ces deux cultures, elles sont inséparables en moi. C'est-à-dire, tu as l'analyse parfaite. C'est un mélange qui fait que tu deviens ce que tu deviens. Mais tu as des racines d'un côté. Ce qui est frappant, c'est que quand je reviens en Italie, là, je ne suis pas capable de parler italien. Tu me poserais une question en italien, je ne suis pas capable d'y répondre. Mais lorsque je me retrouve en Italie, au milieu de la famille, qui est énorme, il y a à peu près 100 cousins, on a fait un rassemblement. Tu manges des pâtes? Non, je parle italien. Au bout de quelques heures, je parle italien. Oui, bon, alors qu'ici, à froid, je ne suis pas capable de parler italien. Donc c'est bien la preuve que l'on a en nous, justement, ces racines qui remontent à la surface. C'est inévitable. Inévitable. Il ne faut pas croire que quelqu'un peut se débarrasser. On le croit trop, on appelle l'intégration. On devrait se débarrasser de ce qui est en nous, génétique, humain, de culture. C'est pas possible. Le livre que j'ai présenté en entrée, Les 9 vies d'Ezio, résume bien le personnage que tu es. Et évidemment, on peut considérer que ce personnage, c'est peut-être un peu toi, si ce n'est que cet Ezio, lui, il traverse tous les conflits du XXe siècle, le siècle des catastrophes, comme disait Éric Hobsbawm, puisque effectivement, entre la Première Guerre et la Deuxième Guerre, on a l'impression que la guerre de 30 ans, c'est aussi le général de Gaulle qui le disait, n'a jamais cessé. Ezio traverse tous ces conflits. Alors tu ne les as pas tous traversés, toi tu as eu la chance de naître au bon moment. Comment as-tu fait pour écrire cet ouvrage sur Ezio? Tu t'es beaucoup documenté, tu es passionné d'histoire aussi, je crois. Oui, tu voulais être prof d'histoire. Oui, je le suis aussi mais un peu. Pour revenir à cette vie d'Ezio, je me suis aperçu qu'en fait, lorsque je m'occupe actuellement d'une association qui suit les mineurs non accompagnés, qui est un problème. Alors tu parlais de l'actualité actuelle, de tout ce qui se passe. Quelquefois, je suis très révolté parce que ce n'est pas la réalité. Ces gamins-là, ils sont venus avec l'espoir. Mes grands-parents, ma famille, sont venus avec un espoir. L'espoir, c'est qu'ils étaient 11 chez mon grand-père, 9 chez ma grand-mère, et qu'il n'y avait pas de possibilité de vivre. Ça partait bien pour toi, 11. Où étaient les remplaçants? Il n'y avait pas de remplaçants. Mais malheureusement, c'était pas si évident que ça. À San Stefano di Zimela, c'est à côté de Vérone, entre Vérone et Venise. Et ils vivaient là. Et donc, ils sont venus en France avec un espoir. Ezio, il vient en France avec un espoir. Il vient à l'espoir d'un village extraordinaire que j'ai découvert, parce que c'est une histoire vraie, Ezio, il faut être clair. C'est un roman, parce qu'on ne peut pas raconter la vie de quelqu'un de façon très précise, sauf si c'est lui qui la raconte, si c'est une autobiographie. Mais moi, je ne connais pas tout, mais j'ai rajouté. Mais les 9 vies d'Ezio, elles ont existé, j'ai rencontré la personne, j'ai tout appris d'elle, et il vient d'un village extraordinaire.
vraiment hors du commun, qui s'appelle Postua, qui est un village du Piémont. Alors, ce n'est pas ma région d'origine, mais à partir de ce village, la France s'est construite sur ce village. C'est les inventeurs du béton armé, c'est les inventeurs du ciment moulé, c'est les inventeurs de tout ce qui a construit les grands bâtiments français. En Gironde, ils ont construit par exemple le centre de mer d'Andernos, ils ont construit tous les châteaux d'eau que l'on voit en béton. C'est ces Italiens du même village. Alors ils ont tous des noms, Useo, Zocchetto, Novello, qu'on voit quelquefois sur les chantiers, Graziana, Basiani, enfin je les ai tous connus. Et ces gens-là, ils ont construit la France. Cet espoir, ils l'ont transmis. Mais ce que l'immigré ne sait pas, c'est qu'il va se heurter à l'histoire du pays dans lequel il va. Et au rejet, 1896, tu as dû entendre parler de... Alors, on dirait aujourd'hui des ratonnades si on devait parler des Maghrébins, mais on a fait des espèces de pogroms contre les Italiens à Aigues-Mortes, 1896, et l'Italien, excuse-moi, mais c'était exactement ce que vit aujourd'hui le Maghrébin ou l'Africain, cette espèce de rejet. Il a été rejeté, c'était le macaroni, c'était celui qui était au bas de l'échelle sociale. Mais quand je dis ça, dans l'époque actuelle, alors il y a quelqu'un qui a réagi, un Espagnol qui a réagi, qui m'a envoyé, j'ai beaucoup de réactions après ce livre, qui m'a envoyé une réaction en me disant quelle que soit l'immigration, je me retrouve dans le livre, parce que dire à quelqu'un macaroni, je l'ai entendu dire d'une députée de la France Insoumise qui m'a vraiment révulsé, qui dit macaroni, c'est pas une insulte. Elle n'a jamais été gamin dans une cour d'école. Alors, c'est pas une insulte au sens que le gamin va pas porter plainte pour, etc. Mais n'empêche que ça l'imprègne. Bien sûr. Quand Ezio, le conseiller général, dit « Je vous remets pas le prix du certificat d'études parce que tu es italien », c'est quelque chose qui avait marqué cet homme au fer rouge, qu'il avait marqué au fer rouge. Mais jamais il s'est exprimé comme on fait maintenant, par les biais des associations, etc. Donc, ce livre-là, on pourrait faire avec un mineur non accompagné exactement le même livre dans un autre contexte. Les camps, à Lampedusa, en Grèce, il est dans des camps. Et les camps, il y a les mêmes barbelés, il y a les mêmes chiens, il y a les mêmes miradors, il y a les mêmes choses. Et donc ce que je n'aime pas, c'est qu'il y aurait, selon les époques, quelque chose qui aurait été différent. C'est-à-dire, oui, mais les Italiens, ils s'intégraient bien. Oui, mais les Espagnols, ils s'intégraient bien. Oui, mais... Et non, pas plus. Tu sais ce qu'on va te dire? On va te dire, oui, mais ils avaient la même religion. Les Portugais, les Espagnols, les Italiens, on doit te le sortir en permanence. Oui, mais ils avaient la même culture et la même religion. Christophe, on te le dit. On rentre dans un débat, on me le dit. Ma grand-mère était très pratiquante, très croyante, comme tous les Italiens. Voilà. Elle allait à la messe. Mais je ne suis pas persuadé que c'est par ça qu'elle se soit intégrée. Moi, j'ai une histoire qui m'a toujours marqué au fer rouge. Une fois, mon père est invité avec ma mère. Alors, mon père et ma mère sont des gens très modestes. Mon père sait à peine écrire et lire, le pauvre, parce qu'il a été à l'école de Cursan avec un instituteur peu compréhensif, disons, parce qu'on présente toujours les instituteurs de la Troisième République. Ils ne sont pas tous des hussards noirs de la République. Non, toi, tu en fus un, mais tous ne le furent pas. Voilà. Voilà. Et donc, il est invité à un mariage dans une famille très connue, très célèbre. Voilà. Et il est très fier, il s'achète un costume, il se fait beau autant qu'il pouvait se faire. Ma mère aussi, ils arrivent au mariage et à l'apéritif. Et au moment de passer à table, la personne en question leur dit « Ah mais vous mangez à la cuisine ». Ouais, c'est effectivement... Tu peux dire, c'est pas un acte raciste effectif, c'est pas dire... mais quand tu prends ça en pleine tronche... On te renvoie à tes origines. On te renvoie à tes origines. Et il avait 50 ans ou 55 ans, voilà. Mais je crois qu'on vit cela aujourd'hui. On ne va pas faire tout le débat là-dessus, mais inévitablement, vu l'actualité brûlante, quand tu vois que Zemmour, qui se présenterait, c'est 15% des gens qui seraient prêts à voter pour lui, quelque part, c'est un petit peu inquiétant pour notre démocratie et notre capacité à intégrer une population, quelle qu'elle soit, ce qui a fait la richesse de la France, bien évidemment. Alors, bien sûr, je partage totalement ton avis, et j'aimerais que nous parlions aussi, bien sûr, de cet amour du terroir, parce qu'il y a cette reconnaissance, quelque part, de ta culture, de ta multiculturalité. Mais cet amour du terroir, ici, le Créonais, tu t'en es imprégné, tu as été maire longtemps, tu as été maire à 3 reprises, tu rentres ici au conseil municipal en 1983, tu étais conseiller municipal, tu as appris quelque part en regardant les autres, et puis à un moment donné,
tu es devenu maire et tu as fait des choses exceptionnelles parce que cette piste cyclable Roger Lapéby que j'ai tellement descendu à vélo avant même de savoir qu'un jour je te rencontrerai, quel bonheur c'était. C'était une ancienne voie ferrée, hein, je crois. Oui, sûr. Alors d'abord, c'est très intéressant parce que personne ne connaît vraiment l'histoire. La première idée, je rentre au conseil en 83. Le premier combat que je mène, c'est pour faire le tram entre Bordeaux et entre Créon et Bordeaux. Cette émission, enfin, je ne veux pas dire, mais c'est exceptionnel parce que c'est la première fois que je peux expliquer des choses. La société, elle est tellement raccourcie que les gens ne te demandent jamais l'explication. Quand j'étais maire, on m'a jamais demandé quelle était ma politique culturelle, les gens s'en foutent. Ouais. Pourtant, on ne te demande pas de justifier. Mais cette piste est donc une voie ferrée. Elle est fermée en 78. Je vais me battre avec d'autres, on est très nombreux, on se bat pour faire le tram. On veut le tram. Le tram entre Créon et Bordeaux dépense 5 millions de francs. 5 millions de francs. Il faut imaginer. Pour remettre à niveau les plateformes des gares et faire le tram le matin et le soir. Je tombe mal. Je me bats comme on fait alors ça s'appelait le comité de liaison et d'information de la voie ferrée Bordeaux-Aimé, voilà. Enfin, on fait ça et je tombe mal parce que c'est l'époque où tu vas te souvenir, Chaban prône le métro avec Boissiras, d'accord. Donc quand j'arrive dans les démarches, je suis militant, je me bats, je vais les rencontrer, etc. Chaban, que je connaissais bien d'ailleurs, Chaban me dit non. Le tram, il n'en sera jamais question à Bordeaux. Je le revois, au garçon, jamais question à Bordeaux, c'est le métro, il nous faut un métro. Ça me fait rire, parce que quelques années plus tard, la piste est vendue par la SNCF, donc ça a été une bagarre aussi pour acheter les gares, tout ça, et Madrel me suit et dit, on achète tout en bloc, comme ça on n'aura pas de problème d'aménagement, il faut le dire. C'était visionnaire, il achète tout, les gares, rien. D'un seul coup, boum, il achète tout. Et à ce moment-là, l'idée germe de faire une piste cyclable sur la voie ferrée. C'est la première qui va être aménagée. Et après, maintenant, c'est devenu très courant, puisque le département... Et tu vas faire de Créon une station vélo, c'est complètement inédit à l'époque, parce qu'on n'a pas du tout la vision de la petite reine telle qu'on l'a aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde veut rouler à vélo, à Bordeaux en particulier, mais à l'époque, c'était... Alors, Christophe, ce que tu dis, c'est que c'est une histoire extraordinaire. En 99, je sortais de la mairie, comme tu as vu là, et sur la mairie, il y a une pompe que tu tournes, et je voyais des centaines de cyclistes passer toute la semaine, venir remplir les bidons à la pompe. La seule chose que la piste cyclable apportait à Créon, c'était que les mecs, ils tournaient la pompe, ils remplissaient le bidon, ils discutaient tous autour de la pompe, ils repartaient. Je me dis, il y a un créneau à exploiter. Je vais à la Mongie. J'ai copié la station vélo, j'ai copié le principe des stations de ski en remplaçant ski par vélo. C'est-à-dire location de vélo, c'est ce qui existe, c'est-à-dire des circuits que l'on avait créés, des circuits de fond pour faire du vélo dans l'entre-deux-mer qui est magnifique, etc. C'est-à-dire des manifestations sportives, etc. Et est né le concept de station vélo. Et je vais à Paris présenter mon rapport que je m'étais fait. Je fais tous les ministères. En novembre 99, j'arrive chez Voinet qui me dit c'est pas une alternative au déplacement, donc ça m'intéresse pas. Je vais chez la ministre de l'écologie. Oui, je vais chez Guesso, qui était le ministre des Transports, qui me dit oh, vous me présenteriez quelque chose de mais le vélo, j'y crois pas trop. Bon, il était quand même assez figé. Il était SNCF, lui, voilà. Je me souviens, je vais chez au ministère des Sports, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait, enfin peu importe, je ne me rappelle plus. Enfin, je ne veux pas chercher parce que... Et j'arrive au ministère du Tourisme, je me souviens, une grande salle, une salle ancien temps, voilà. Je rentre, il y a 5 personnes qui sont assises là. Je rentre avec mon rapport, je me dis, mais qu'est-ce que... Évidemment, je ne vois pas le ministre, je suis d'abord reçu par ces gens-là, et ils me disent, mais qui c'est qui vous a écrit ce truc-là? Je dis, c'est moi, c'est mon idée. Il me dit, non, mais c'est pas, vous avez pris un cabinet spécialisé. Non, c'est mon idée, je lui dis. Eh bien, il me dit, alors vous arrivez à point nommé. Il me dit, on cherche une commune qui veuille expérimenter les points relais vélo, PRV. Et il me dit, c'est exactement ce qu'on veut. On vous donne 50 000 francs. Alors, j'imagine. On vous donne 50 000 francs. Vous nous faites un projet de truc. Et c'était le ministère du Tourisme.
personne ne s'était intéressé au vélo à part le ministère du Tourisme. Et le ministère du Tourisme, c'était un monsieur à qui je rends hommage, Ruiz, il habite toujours à La Teste d'ailleurs, et qui m'avait dit allez-y, faites le projet. Et actuellement, le projet de la fiche de développement du vélo, c'est celle de Créon, c'est le plan du point relais vélo de Créon, qui a été repris par les ministères. On l'ouvre en 2003, on l'inaugure en 2003 avec Bernard Hinault d'ailleurs. Oui. Voilà. Et donc ce point relais vélo a servi après, alors je suis allé partout en Bretagne, etc. Mais malheureusement, on s'est contenté, souvent tu parlais du vélo en ville, on s'est contenté de faire des bandes blanches et des espaces pour les vélos. Mais on n'a pas pensé à tout ce qui va avec, quoi. Bah, tu sais, tu parles de vélo, avec Aquitélé, nous on va essayer de faire vivre les dessous des 2 étapes du Tour de France. Je crois que c'est les 16 et 17 juillet qui vont passer à Libourne. Bravo à Philippe Buisson qui a réalisé ce coup de maître, que de faire passer le Tour de France ici et de le faire passer 2 jours en Libournais. Alors j'imagine que toi tu seras un invité absolument privilégié. Je pense, j'ai déjà travaillé mercredi matin. Évidemment. Là, maintenant, le programme qu'ils ont mis au point est un programme qui est très intéressant parce qu'il associe beaucoup la population à la venue du Tour. Mais c'est bien. C'est une volonté. Oui. Ensuite, il va y avoir le 30 mai, je crois, une grosse manifestation qu'Aquitélé pourrait retransmettre. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait retransmettre. Ils vont faire l'étape contre la montre avec des cyclistes de haut niveau, enfin, des cyclistes expérimentés, ils disent. C'est une répétition générale, voilà, c'est ça. Une répétition générale, qui sera une belle manifestation. Et le Tour, je l'avais obtenu dès que j'étais maire en 96 et 97. Il est passé 2 fois à Créon. Et honnêtement, c'est une belle fête, quoi. C'est une belle fête. Alors, ça nous amène, sans transition, on terminera bien évidemment par l'écrivain que tu es. Tu as écrit beaucoup de choses. On vient de présenter un bouquin, mais on présentera les autres. Et cette photo, alors... tu es d'abord un joueur, je crois que tu as joué à Saint-Christophe-des-Bardes. Quel est ce maillot là en l'occurrence? C'est le maillot de Castillon. Ça. Alors oui, parce que effectivement, en Castillon, c'est quand même une sacrée histoire pour toi. Histoire. Tu n'as pas participé à la bataille, tu es confirmé en 1453, tu n'as pas battu Talbot. J'avais comme collègue à l'école l'instituteur qui a écrit le scénario de la bataille. J'ai eu Michel Joanneau, que tu as dû connaître, qui était prof chez nous au lycée viticole de Libourne-Montagne, ainsi que sa femme. Donc on connaît bien Castillon, la bataille au lycée viticole de Libourne-Montagne. Et à Castillon, donc, tu as été instituteur incroyable à 20 ans alors que tu n'étais pas majeur, donc tu es né en 47, en 67 tu es instit là-bas. Et alors, tu as joué. Je suis directeur d'école. Directeur d'école, extraordinaire. Ce qui est pire, c'est que je signe des actes de l'éducation nationale alors que je ne suis pas majeur. Et donc il faut un arrêté alors ce qu'on appelait l'inspecteur d'académie à l'époque, qui dit « Monsieur Darmian est majeur pour ses actes de l'éducation nationale, mais il n'est pas dans la vie publique ». C'est-à-dire je ne pouvais pas avoir un compte en banque, par exemple, à cette époque-là, mais pourtant je signais les rapports de mes collègues, je signais les trucs. Alors reparle au foot, parce que tu jouais à Castillon, tu as fait plein de clubs, et tu me le disais, tu as cette envie de journalisme que je connais bien, dans le foot en particulier. Comment tu vas le devenir, journaliste? Parce qu'aujourd'hui, c'est le parcours du combattant. Si tu veux avoir une carte de presse, il faut pouvoir justifier, évidemment, d'honoraires dans le journalisme. Il faut souvent passer par des écoles si on veut le faire au plus haut niveau. Toi, tu n'as rien fait de tout cela. Quelque part, tu es un homme de terrain, quand même. Tu apprends beaucoup sur le terrain. Toujours. Et puis c'est le meilleur apprentissage. Toujours. Eh bien, alors, c'est un événement qui se produit. Donc, je débute à Créon en 1963 au football en division d'honneur. Je suis junior. Le président du club et le maire de la ville, un homme très puissant, qui a les moyens financiers, il dissout le club. Je remonte aussi, ça, ce sont des photos de presse. Il dissout le club. Voilà. Et donc, je me retrouve directeur d'école à Castillon, mais j'ai plus de club de foot. Donc il y a un club de foot qui est très ambitieux à Castillon, avec un homme qui dépensait une fortune colossale et qui s'appelait Henri Fondeville, et qui me dit si tu veux venir, je signe à Castillon au mois de décembre, je fais carrière à Castillon, je deviens entraîneur-joueur à 23 ans, bon, peu importe. Et un jour, un de mes copains vient me voir, il me dit, bon, abandonne Castillon, viens à Saint-Christophe-des-Bardes. Et le 5 décembre 1976, on joue contre les Girondins, un match dont je me souviendrai toujours. Je suis dans les vestiaires et l'entraîneur, c'est Roland Bonvoisin, parce que moi j'ai arrêté d'entraîner parce que c'était trop prenant et j'arrivais pas. Et Roland Bonvoisin me dit, tu vas jouer derrière, mais tu vas jouer, alors c'était couloir on dirait maintenant, mais tu vas monter sans arrêt parce que j'avais fait Raj.
Face à moi, il y avait Jean-Marc Ferrand. Jean-Marc Oh Ferrand. oui. Et donc il me Feu dit, follet. si tu montes, tu vas l'obliger à nous soulager derrière, parce qu'il sera bien obligé de revenir pour te... Qui a terminé sa carrière à Sabatier. Jean-Marc Oui, Ferrand, me semble-t-il, ils avaient une très très grosse l'hôpital, équipe voilà, avec, en corpo oui. à Sabatier, donc je me souviens très bien de Jean-Marc Et Ferrand. donc le hasard fait que je change de poste, je monte là, et la première balle qui arrive, je vois un espace entre l'arrière, je dirais maintenant l'arrière droit et le demi-centre, voilà, c'était l'époque. Je m'engouffre là-dedans, je fais un relais avec quelqu'un, je m'engouffre là-dedans, les deux se referment derrière moi, ils me prennent par derrière la jambe broyée, la jambe droite broyée, je reste sur le terrain, j'ai joué ce match-là pendant 5 minutes, et j'ai l'article là, pendant 5 minutes. Donc Jean-Marie Darmian n'est pas devenu Matteo Darmian à cause de cette blessure. Ouais, et vide Voilà. total, ma vie s'arrête, parce que pour moi le foot était quand même quelque chose qui comptait beaucoup dans ma vie, qui meublait les entraînements, il y avait une ambiance extraordinaire dans ce club, c'était bien, on jouait bien, c'était agréable, et je me retrouve tout ça. Je me souviens qu'à l'époque, là aussi tu vas te souvenir, puisque tu es un passionné, Jean Dupeux se fait casser la jambe. Daniel Jean Dupeux. Contre Marc Bernol. Voilà. Nous étions en 1977. 77. Donc j'écris à Jean Dupeux en lui disant comment tu vis ça, etc. Il me répond en me disant, presque je suis dans le même état que toi. Et à l'armée, j'ai connu un copain, Christian Grenet, à l'armée comme footballeur d'ailleurs, et qui est toujours mon ami, et que vraiment c'est un très proche, on se téléphone presque tous les jours. Et Christian Grenet, je lui dis, écoute, je veux rester dans le foot, j'ai peut-être la possibilité d'écrire, est-ce que tu acceptes que j'écris dans le foot? Il me dit, écoute, on cherche des gens comme toi, qui connaissent le foot, tu peux écrire dans le journal, et je me lance comme pigiste. Le premier match que je fais, c'est Le Taillan-Camblan en Coupe de France, le 2 décembre 78, je crois. Et je fais ce compte rendu, il plaît, et puis peu à peu, je vais gravir les échelons, je vais apprendre ce que c'est la mise en page, je vais apprendre ce que c'est que le secrétariat de rédaction, je vais apprendre ce qu'est je vais passer toutes mes vacances, toute une partie de mes nuits au journal, et je continue à être instit. Je fais les deux en même temps. Oui, mais je connais bien tout ça parce que cette vie que tu as connue, c'est la mienne actuellement, voilà. C'est-à-dire être capable de faire plusieurs choses. Et peu à peu, ils me font confiance, et de plus en plus, ils me font confiance. Ils m'envoient sur des matchs. J'ai fait le match équipe de France, j'ai fait des matchs extraordinaires, ils m'envoient interviewer des gens. Et puis c'est ma passion, quoi. Et je me dis, quand je vais être à la retraite, enfin je vais pouvoir exercer ma passion. Et qu'est-ce qui me tombe sur la tête? Il me tombe sur la tête qu'ici, il n'y a pas de relève à la mairie de Créon, et je deviens maire en 95. Et tu ne trouves pas que cette écharpe de maire me va très bien avec mon costume bleu, là Mais là, fais attention, tu la mets comme député. Je la mets pas bien, hein. Il faut la mettre comment alors? Le bleu, il faut la mettre comme voilà, ça. comme ça. Non, là, c'est le député. Le bleu sur le cœur. Le bleu sur le cœur. Le maire. Tu vas la mettre, Jean-Marie, parce que je l'ai pas remis depuis longtemps. Voilà. Alors actuellement, le maire s'appelle Monsieur Gachet. Je crois que c'est un ancien Pierre Gachet, un ancien adjoint à toi. Oui. Alors chaque fois que tu faisais un mariage, attends, elle est mal mise. On va la remettre un petit peu. Voilà, je ne l'ai pas remise depuis. Et tu l'as pas remise depuis des années. Non. Et donc tu mets cette écharpe tricolore là quelle fierté extraordinaire pour l'ancien fils d'immigré. Voilà, tu as ces couleurs bleu, blanc, rouge, le bleu et le rouge de Paris et le blanc de la monarchie. C'est tout un symbole, la France. Je suis élu dans le centre culturel le 18 juin 1995 maire, et la seule pensée que j'ai, c'est pour mes grands-parents. Oh oui. Et mon père. Mon père pleure. Mon père avait habité Créon, ils étaient domestiques agricoles, il faut être clair, ils n'étaient pas encore au sommet de la vie. Et je crois que pour lui, le fait que je devienne maire de Créon, c'était à la fois une revanche, et c'était surtout à la fois une façon pour lui de montrer qu'on pouvait réussir. Voilà, moi j'ai été très ému ce jour-là pour lui. Voilà, mais je pense à lui. Ma mère, elle avait tellement l'habitude de côtoyer ce monde que son fils qui devienne maire. Vas-tu sur leur tombe et parles-tu à tes parents comme je parle aux miens? Et je leur demande, est-ce que vous êtes fiers de moi? Est-ce que tu fais ça? Parce que moi je suis souvent. J'ai jamais osé le dire. De le prononcer comme ça. Mais je me rappelle le jour où je suis reçu à l'école normale, le 13 juillet, quand je vais chez mes grands-parents. Je suis persuadé que mon grand-père italien n'a jamais vécu un jour
plus glorieux plus que glorieux celui-là. que ça. Voilà. Alors tu sais, malheureusement, Jean-Marie, on a un temps qui nous est imparti pour essayer de respecter une certaine équité entre Mais tous pas de les problème. invités, et on passerait un temps infini. Alors pour terminer cet entretien, on passera un temps infini avec toi, bien sûr. On va présenter tous tes bouquins, tu en as écrit de nombreux, ça c'est encore une de tes passions, la passion du foot, la passion de la politique, la passion d'aider les autres, le blog en roue libre où tu aides la veuve et l'orphelin, encore aujourd'hui tu es de tous les combats et notamment tu essaies d'avoir une pensée pour ceux qu'on vilipende tant, les migrants, les gens qu'on laisse un peu crever et dont on ne s'intéresse pas. Tu écris d'abord sur crayon 2 livres, celui-là, Les rosières du temps jadis. Oui, alors si je refaisais Voilà. le titre, je dirais Tonton Cristobal. Parce Est qu'en revenu fait- Oui, est revenu. Parce qu'en fait, c'est l'histoire de Pierre Bertal Perret. qui a donné une fortune Ouais. colossale à la ville de Créon. Ouais. Mais bon, c'était l'époque des Tu écris Le crayonné. Oui. Nous Alors- sommes dans une Bastille, faut-il le rappeler? Oui, nous sommes dans une Bastille ouais. et j'ai été président des villes Bastilles de Ouais. Gironde et même d'Aquitaine. Voilà, de tout ça, j'écris Le Créonné parce que je veux transmettre à travers ces photos et à travers ces récits quelque chose qui restera dans l'histoire. Jour de rentrée, bien sûr, quand pour l'instituteur que tu as été, c'est toujours un petit peu poignant la rentrée, et j'imagine que c'est quelque chose qu'on attend avec impatience et avec une certaine appréhension. Ça a été ton cas, j'imagine, pendant toute ta carrière. Alors, jour de rentrée, c'est... Je m'aperçois tout d'un coup que tous les gens que j'ai croisés dans ma vie, je le dis un peu dans Ezio d'ailleurs, tous les gens que j'ai croisés voulaient que je sois instituteur. Moi Ouais. pas, mais eux oui. Donc ils se sont arrangés toute leur vie pour que je remplisse la mission qu'ils voulaient que j'ai. L'instituteur de ma mère, Vasseur, mon instituteur, Meignier, l'autre qui a succédé, Lèvreau, Camille Gourdon, tout le monde ne me dit pas tu vas être journaliste, non, non, tout le monde me dit non, non, tu vas préparer l'école normale, tu vas faire ça, etc. Et en fait, tout le monde me préparait à un jour, qui est le premier jour de la rentrée. Voilà. Et je me suis dit, j'ai repris le fil et je me dis, dans le fond, le jour où je rentre dans la classe, la première fois à Castillon, le premier jour où je me retrouve face à un CM1 de 37 élèves, ben je me dis, ben, j'ai jamais eu le choix, ils m'ont envoyé là, quoi, voilà. Et puis un de tes derniers ouvrages, alors il y a eu La Sauterelle bleue, mais un de tes derniers ouvrages, bah, c'est un ouvrage de circonstance, le partage du pouvoir local, parce que tu as été un élu de terrain, un élu local. Cet ouvrage, bah, il a été diffusé un peu partout dans les librairies. On trouve même à la librairie Gibert, me semble-t-il, à Paris, puisqu'il me semble bien, comme tu es avec moi sur Facebook, je suis au courant de toute ta vie et les endroits où on vend tes livres. Alors actuellement, tu dois être un petit peu comme moi, tu es désespéré par le fait qu'on peut pas rencontrer nos lecteurs, on peut pas partager cette passion avec eux, on peut pas faire de signature, on est obligé de faire de la virtualité. Ton frère sera présent d'ailleurs, j'en profite pour le dire, on va lui faire un peu de pub au salon virtuel de Créon que Aquitélé va couvrir également. Tu souffres un petit peu de cette coupure avec ton public, avec tes lecteurs. Je viens de passer un mois de février où j'ai été très en difficulté personnellement parce que justement je ne peux pas vivre sans le contact avec les gens. Je ne peux pas vivre avec le contact avec les gens. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que ces gens-là, ils n'ont pas compris que on rentre dans un monde virtuel. Certes, vous allez faire un salon du livre virtuel, tout ça, ce qu'on fait actuellement. Mais ce qu'on fait actuellement, c'est un partage avec d'autres. Oui. C'est un partage avec d'autres. Ton émission, c'est permettre aux gens de partager avec quelqu'un. Absolument. Mais par contre, on rentre dans un monde très figé où la visioconférence, où je l'écrivais hier ou avant-hier d'ailleurs, où tu étais obligé de lever la main pour prendre la parole, tu n'as pas l'interaction. Tu n'as pas l'interaction, la spontanéité que nous avons. Donc moi, à mon temps, c'était le d'accord. mercredi matin, je vais au bistrot des copains, on est 4 ou 5, on plaisante, on discute, on échange, on redresse certaines situations. Et moi, cette société du lien social, je ne suis pas certain qu'on la retrouve après. Et c'est mon inquiétude. Tu parlais des salons du livre, c'est des moments extraordinaires, un salon du livre. Parce que le gars, il regarde ton livre, et puis il commence à te poser une question. Il te dit, ah oui, mais qu'est-ce que c'est votre partage du pouvoir local? Je suis allé le présenter dans la France entière, ce livre, mais tu avais des gens qui étaient adversaires, et qui disaient, mais moi, je ne veux pas de votre partage du pouvoir local, etc. C'est vrai, je suis allé en Haute-et-Garonne, je suis allé dans des endroits, dans des petites communes. Ce que je crois important, c'est que si on ne revient pas à cette base du lien social, alors, par quels moyens, je ne sais pas, on sera très vite en souffrance les uns les autres. Enfin, peut-être une génération aussi.
j'ai pas, peut-être que toi et moi on sera en souffrance, mais peut-être que les jeunes que tu as toi dans les Le lycées, seront moins, sans doute. Alors, j'ai feuilleté le livret scolaire pour terminer cet entretien. Pas et brillant, franchement, hein. je suis très très jaloux de l'élève que tu as été, parce que moi j'ai été tout à fait le contraire. Moi aussi, de le toi. contraire. Bon, Là, tu plaisantes, là. Bon, je passe. Par contre, on a eu beaucoup d'admiration pour l'écriture de ton instituteur. Ouais. Comment écrivait, chers amis téléspectateurs d'Aki Télé, un instituteur dans les années 50, eh bien, il écrivait comme un calligraphe, et ça c'est un vrai bonheur. Jean-Marie, le bonheur était aussi partagé, tu aimes le temps partagé, tu aimes les envies partagées, tu aimes les amis partagés, tu aimes les apéros partagés. On va y aller dans quelques instants quand même, parce qu'on peut pas imaginer une rencontre avec Jean-Marie Darmiance, hein, qui a un petit peu de convivialité, un petit peu du vin de Créon, un petit peu de ce qui fait le bonheur de cette Bastide. Nous étions, en fait, on ne l'a pas dit, dans une salle, laquelle tu ne l'as pas précisé. La salle citoyenne que j'ai fait restaurer avec la mairie. Cette mairie a été payée par un donateur en 1907, qui était Bertal, dont je parle dans le livre, et je l'ai faite entièrement restaurée. Alors, elle a une histoire particulière, parce que ça a été le siège de la justice de paix. Bon. Et je me souviens d'un moment inoubliable, là, où il y avait une estrade au fond, où le mercredi, il y avait le tribunal qui siégeait ici, et tout le monde venait, parce que les affaires, toi, je connais, tu aimes bien des portraits, c'était hors du commun, les voleurs de poules, les histoires de fesses, mais j'aime bien ça. C'était extraordinaire, quoi. Là, ici, j'aime bien la truculence et l'excès. Tout le monde venait assister au jugement de paix. Alors, il y avait un greffier. C'est le jugement de Salomon, c'est l'hommage. Ouais, c'était amusant parce que. Si on parle du jugement de Salomon. Sauf que la justice, j'ai entendu Moretti qui disait que la justice était trop lente. Là, elle n'était pas lente. C'est-à-dire, si tu avais été attrapé par les gendarmes à voler des poules samedi, tu étais jugé mercredi. Voilà. Alors après, c'était quand même cocasse. Tu quittes la politique, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu te rencontrer. Tu es depuis 2011 vice-président du conseil départemental. Tu aides Jean-Luc Glaise qui va se représenter au mois de juin, et tu t'occupes des finances en particulier. Tu vas quitter tout ça sans regret, mais tu vas avoir tellement de choses à faire à la retraite que nous n'avons absolument aucune inquiétude pour toi. Les amis, on était ravis de vous accueillir sur Aki Télé. Il y aura d'autres rencontres aussi truculentes qu'avec Jean-Marie, on l'espère, aussi bienveillantes. Bienveillant, il l'est dans la vie, et j'espère que vous avez partagé ce moment de bonheur absolu avec nous. On se retrouvera très prochainement pour d'autres aventures, déjà pour le Salon du Livre de Sadirac que vous vivrez sur Aki Télé, et on espère que ce jour-là, on ne sera pas une cruche, quoi. Salut les amis, bonne soirée, à bientôt. When we are dancing and you're dangerously near me, get ideas. I want to hold you so much closer than I dare to. I want to scold you 'cause I care more than I care to.